La prédation sexuelle de masse, on va en parler à l'aune de l'affaire Epstein sur laquelle a enquêté Xavier Hofer, criminologue, directeur d'études au pôle sécurité défense du CNAM, et qui publie Jeffrey Epstein, ou Epstein selon les prononciations, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du CERF. Un juge de New York avait commencé à dévoiler les noms de contacts, connaissances proches, victimes ou complices présumés du financier américain accusé de crimes sexuels, mais qui s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé. Parmi ces quelques 150 à 180 identités sorties d'un millier de pages de documents judiciaires rendus publics par la justice fédérale de Manhattan, on trouve les anciens présidents démocrates, Bill Clinton, républicains, Donald Trump, mais sans mention du moindre comportement illégal ou répréhensible de leur part. Ces révélations judiciaires étaient prévues et attendues depuis une ordonnance du 18 décembre de la juge new-yorkaise Loretta Preska, un document qui avait fait l'effet d'une bombe à retardement dans la capitale financière américaine lorsque la justice l'avait diffusé donc le 19 décembre. Alors le regard de Xavier Hofer sur cette affaire qui a quand même révélé beaucoup de choses sur le fonctionnement aussi des États-Unis. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Vous avez eu un accès privilégié à certains documents vous-même ? J'ai eu accès aux documents de la justice américaine qui ont été libérés petit à petit. C'est-à-dire que là, on parle d'un millier de pages, mais il y en a eu auparavant déjà des dizaines de milliers de libérés. Vous savez qu'il y a un dispositif dans la loi fédérale américaine qui permet que des journalistes obtiennent la divulgation de documents au nom de la liberté de l'information, qui est l'amendement numéro 1 de la Constitution des États-Unis. Donc, Freedom of Information Act vous permet de dire à la justice de New York que libérer un certain nombre de documents, c'est utile pour informer le public. L'information du public dans une démocratie est centrale. Et donc, beaucoup de pages ont été libérées comme ça avant cette histoire de la toute récente. Et j'y ai eu accès. Parce que j'ai des amis, magistrats et journalistes aux États-Unis, et ce travail-là n'avait pas été fait avant, parce que c'est très rébarbatif, c'est plein de termes juridiques, c'est rédigé sous une forme un peu antédiluvienne avec, vous savez, la typographie des années 60 avec des gros caractères de machine, mais il y en a des centaines de pages, parce qu'il y a à peu près 10 lignes par page, donc c'est très fastidieux, que ce soit sous forme numérique ou sous forme papier. Et donc, c'est à partir de ça que j'ai travaillé. Il y avait naturellement, dans une affaire comme ça, vous vous rendez compte, un milliardaire, des petites filles, il y avait tous les fantasmes, tous les conspirationnistes, tous les quanones de la planète qui s'étaient réunis pour se pencher là-dessus. Alors, il fallait écarter tout ça et en revenir aux faits, c'est-à-dire aux faits bruts, c'est-à-dire aux enquêtes des policiers, aux témoignages de tous les témoins, que ce soit des domestiques, que ce soit des proches, que ce soit des victimes, et à partir de là, voir ce que ça nous révélait sur le contrôle d'Epstein sur une bonne partie du monde culturel des États-Unis, sur l'édition, sur le monde des médias, etc. C'est ça qui est effarant, et c'est ça que j'appelle l'âme damnée de la troisième culture, parce que cette affaire révèle quelque chose de bien plus grave et de bien plus profond pour Radio Notre-Dame, l'âme des États-Unis, qu'une affaire simplement de milliardaires qui violent des adolescentes. Ce qui est déjà en soi un phénomène suffisamment grave entendu, pour être souligné en tant que tel. Mais Xavier Hofer, juste une précision. En France aussi, normalement, on a accès à des documents dès lors qu'ils ont intérêt ils touchent à l'intérêt public. Non, beaucoup moins. C'est-à-dire que l'information de la justice en France est vissée de manière et verrouillée beaucoup plus fort qu'aux États-Unis. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus rare, et les divulgations de documents demandent généralement... alors notre justice, je vais faire une révélation modeste, mais n'est pas la plus rapide du monde, donc le temps que vous obteniez le moins de papier, ça y est, c'est fini, tout le monde ne s'intéresse plus à l'affaire. Donc ce qui est bien aux États-Unis, c'est que la réaction peut être très rapide. Monsieur, je vous assigne et la semaine prochaine, il me faut tel papier. C'est ça qui a fonctionné mieux dans l'affaire Epstein. Les gens en France n'ont pas conscience de l'importance. On s'en parlait avant l'émission. Savez-vous que, évidemment, là aussi, j'enfonce une porte ouverte. Rencontrer en personne, dans son bureau, le président des États-Unis n'est pas une chose aisée. Vous avez des ministres aux États-Unis, vous avez des chefs d'État étrangers qui jamais n'ont pu accéder à l'isolement suprême d'être en tête-à-tête avec le président des États-Unis dans son bureau. Epstein, quand Bill Clinton était président des États-Unis, il le rencontre 17 fois.
17 fois. Soit lui-même, soit avec sa comparse, Madame Maxwell. Je parle de la comparse d'Epstein. Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell. Et donc, c'est quand même une histoire absolument effarante. Vous savez, quand on se plonge dans cette affaire-là, tout est effarant. Alors, mais pourquoi le rencontre-t-il 17 fois ? Eh bien, on aimerait le savoir. C'est soi-disant pour des affaires, vous savez, de bienfaisance, etc., s'occuper, parce que la prédation sur les mineurs, jeunes filles mineures d'Epstein, est camouflée par une espèce de surface, de camouflage, d'habillage, d'opérations de bienfaisance ou d'opérations d'ouvrir la culture, etc. Et ça se fait par l'intermédiaire des 2 universités les plus notoires au monde, une université généraliste qui est Harvard et une université scientifique qui est le Massachusetts Institute of Technology, MIT. Et c'est là que Epstein a des bureaux, c'est là où il a un rôle, et c'est en se targuant de son influence sur ces institutions de savoir purement fictif, parce que l'homme n'a aucun diplôme, il est assez inculte, et donc les gens qui le connaissent de près disent qu'il est plutôt fruste dans son comportement, mais bref. Son ascension demeure un peu mystérieuse quand même. Pardon ? Son ascension professionnelle. Oui, encore aujourd'hui, les enquêtes n'ont pas permis de savoir, mais elle est mystérieuse parce que délibérément, certains ont voulu regarder ailleurs. Vous savez qu'aux États-Unis, maintenant, vous voulez sortir $1000 en espèces de votre compte en banque, à vous, de vos sous. Hein. Et on vous dit, mais pourquoi ? C'est pour de la drogue, etc. En France aussi, hein. Oui, bien sûr. Et même quand vous déposez du liquide, d'ailleurs. Dans les 2 sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, c'est tout le monde. Et là, pendant plus de 10 ans, dans la principale, ou une des 2 ou 3 principales banques du monde, qui est JP Morgan, banque de New York, Epstein a pu sortir chaque mois des dizaines et des centaines de milliers de dollars. À chaque fois, régulièrement, les gens qui s'occupent justement des vérifications. Qu'est-ce que font nos clients aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, on dit compliance, vous savez, des gens qui doivent obéir à un certain nombre de règles et qui vérifient si elles sont bien observées. Et les gens de la compliance de JP Morgan, 10 fois après ça, en justice, déposant en justice, on dit, mais on a fait remonter en disant, attention, c'est pas normal qu'ils sortent des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Jamais ça n'est redescendu. C'est-à-dire que cet individu avait la capacité, non seulement de sortir d'une banque des sommes effarantes. Alors, c'est pas un milliardaire, mais c'est un multimillionnaire. Quand il meurt, il possède encore 500 ou 600 millions de dollars. Et donc des avions privés et un mode de vie de ce type-là. Mais c'est pas ça le plus effarant. C'est qu'également, quand il circule d'un pays à l'autre, il a des jeunes filles mineures dans son avion. Je suis père de famille. Quand ma fille a voulu partir aux États-Unis, il a fallu qu'elle était mineure, un papier spécial, elle va dans telle famille, etc. Là, il a des jeunes filles manifestement mineures dans son avion. L'avion atterrit sur des aéroports américaines ou autres. Là, récemment, dans les dernières révélations, on a appris que, sans doute gravement molestée par Epstein et ses complices, une jeune femme de l'Union soviétique, du Kazakhstan, etc., avait fini par se suicider. Vous voyez que ces actes ont pu en traumatiser certaines au point de les faire mourir. Eh bien, vous avez, quand elle a circulé dans l'avion d'Epstein, elle était mineure, pour aller dans son île, là, vous savez, aux îles Vierges américaines, personne ne lui a rien demandé. Et donc extraterritorialité, ce sentiment d'impunité. Voilà, une femme qui était dans la tour de contrôle de l'aéroport des îles Vierges disait, je le voyais sortir de son avion, un avion privé, donc un petit avion, on voit les gens sortir avec des fillettes de 12 ans, et puis les gens de la sécurité lui faire bonjour, bonjour, et le laisser passer pour monter dans son hélicoptère privé. Vous voyez que pendant 20 ans, il y a eu cette impunité totale autour de la prédation d'un groupe humain, parce que, bien entendu, et pardon du terme affreux, mais il partageait avec ses amis. Hein. C'était pas destiné à son seul plaisir. C'était destiné à un partage d'orgie, si vous voulez, et à la fin, il les tenait, ces individus-là. Alors, la question, Xavier Hofer, qui évidemment vous vous êtes posée, c'est Jeffrey Epstein était-il en fait un agent, un exécutant, une personne qui, au service d'un pouvoir étranger, permettait en fait d'attirer et de faire des films, des vidéos qui permettraient de faire chanter les personnes que l'on attire sur son île, pour ensuite obtenir d'elles ce que l'on voulait. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé dans cette histoire, évidemment. C'est la thèse qui a beaucoup circulé, et ça me paraît, rien n'est impossible, vous savez, mais sur une échelle 0 à 100, je mets ça dans le quasi-impossible. Pourquoi ?
seul un service de renseignement. Alors là, tout le monde a dit Israël, etc. Bon, tous les services de renseignement, tous, celui du Liechtenstein comme celui de la CIA ou celui du héritier du KGB, ont un souci prioritaire dans leurs actions. Je ne vous dis pas ça à la légère. En tant que criminologue, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai participé à la formation de dizaines d'analystes des services français. Donc c'est un milieu que je connais bien, et donc ça se fait dans un cadre qui est classifié, habilitation, etc. Mais je vois les comportements des gens. Ils ne me racontent pas toute leur vie, bien sûr, mais je vois leur comportement. Le souci principal d'un service de renseignement, qui est celui d'un pays, c'est-à-dire que les services de renseignement français, c'est la France dans sa dimension secrète, les États-Unis, la CIA, pareil. Les pays en question ont un souci majeur de leur réputation, et le souci réputationnel d'un service est énorme. C'est-à-dire, vous vous souvenez de l'affaire des Rainbow Warriors, bon, ça peut faire un bazar après ça d'échelle planétaire. Si j'ai une responsabilité dans un service de renseignement, et si un de mes agents vient me voir en disant « Dis donc, je pense à recruter un type, là, il prête des petites filles à ses copains, et comme ça, il les compromet », la première chose que je fais, dans un pays démocratique, on ne parle pas du Kazakhstan ou quelque chose comme ça, mais, ou de la Corée du Nord, mais dans un pays soumis à un état de droit, la première chose que je fais, c'est de prendre l'agent qui m'a proposé ça et de le mettre dans un asile psychiatrique. Parce que imaginez une seconde que l'affaire se révèle et qu'on s'aperçoive qu'un pays honorablement connu a utilisé des méthodes comme ça, de mettre des adolescentes mineures dans le lit d'un individu. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire, ce que je vais apprendre par ce biais-là est à 100 coudées au-dessous de risques pour la réputation de mon pays. Enfin, imaginez la première page du New York Times le lendemain, quoi, ou du Figaro, ou du Monde. Voilà. Donc, mais pourtant, Xavier Hofer, quand vous lisez, par exemple, Vladimir Volkov, Le montage, le retournement, oui, vous avez des histoires de ce type, hein? Bien entendu, mais on va voir quelqu'un, on lui dit, voilà, on vous a pris en photo quelque part, et si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, on révèle. C'est comme ça que ça se passe. Bien entendu, mais c'était, souvenez-vous, c'était l'Union soviétique. Oui, mais bon... C'était pas un pays démocratique que l'Union soviétique. Ça s'appelle combien de pays démocratiques sur la planète? Je pense pas que Epstein travaillait pour la Corée du Nord, voyez-vous. Qu'il ait vaguement été un agent d'influence, que le père de Ghislaine Maxwell en ait été un, parce que il était donc Robert Maxwell d'Israël était un, Robert Maxwell. Donc lui, oui, certainement. La preuve, c'est qu'il y avait des personnalités officielles d'Israël à son enterrement. Mais ça prouve aussi qu'il n'était pas dans les services, les enterrements. Mais ça ne permettait pas d'obtenir le soutien indéfectible, inconditionnel à Israël, par exemple. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça peut être sentimental, une affaire comme ça. Vous pouvez très bien être attaché sentimentalement à un pays sans avoir compromis des gens avec des petites filles. Vous voyez, c'est deux domaines parfaitement différents. Donc, je pense que... Donc, à votre avis, il n'y a pas d'arrière-fond politique? Il n'y a pas d'arrière-fond politique au niveau d'une affaire d'espionnage international. Il y a un arrière-plan politique dans le rôle, mais extrêmement suspect, qu'a joué la police fédérale américaine, le FBI, pour protéger Epstein. Songez que les premiers à avoir enquêté sur les prédations sexuelles d'Epstein, c'est la police de la ville de Palm Beach. Le shérif de la police de Palm Beach... Donc là, on est au début des années 2000. Ouais. Donc, on est vers 2002-2003. Il y a des mères qui viennent se plaindre, ma fille, il y a un massage, elle a été violée, etc. Bon. Là, le bureau du shérif enquête. Très vite, il tombe sur le total pour une petite ville hallucinante, 50 victimes. Toutes payées à coups de billets de $100, etc. Et puis violées, alors que manifestement, aucune d'entre elles n'a l'âge du consentement. Bon. Alors, le shérif commence à monter un dossier, et puis il prévient la justice. Dès qu'il prévient la justice, comme c'est un crime fédéral, alors la justice aux États-Unis, c'est d'une complexité effarante. C'est à millefeuille, il y a des tas de niveaux, mais disons que les infractions les plus graves sont de l'ordre fédéral. Elles sont de l'ordre fédéral dans deux cas, quand ça dépasse un certain niveau de gravité, ou quand les méfaits, les crimes ou les infractions en question étaient commis dans plus d'un seul État. C'est-à-dire, vous prenez une fille de l'État de New York, vous la violez dans l'État du New Jersey, c'est un crime fédéral. Donc là, c'est un crime fédéral. Donc, crime fédéral égale justice fédérale. Quelle est la police de la justice fédérale des États-Unis? La police judiciaire. C'est, comme on dirait en français, le FBI. Le FBI arrive chez le shérif de Palm Beach, rafle tous les dossiers, et puis on ne les voit plus ensuite. Voilà. Et de manière claire, quand la police locale va perquisitionner dans la villa de Palm Beach d'Epstein,
elle s'aperçoit que la veille, tout le monde est venu, tous les ordinateurs ont disparu, les câbles ont été coupés au ras du mur pour disparaître vite fait avec les ordinateurs et leur câblage. Et voilà, donc c'est une affaire très trouble à l'intérieur des États-Unis. Manifestement, il y avait des gens au niveau fédéral, parce que vous n'êtes pas le président des États-Unis et vous n'êtes pas le ministre de la Justice, vous n'avez aucun moyen d'actionner le FBI, c'est la police fédérale. Et donc là, il y a eu un rôle qui a été joué, qui a longuement facilité la vie d'Epstein. Et puis, à quand remontez-vous ou faites-vous remonter ces méfaits? Dans les années 90. Donc c'est là qu'il aurait construit un réseau dans l'État américain qui lui permettrait ensuite d'avoir réseau mondial de joueurs de protection. Il y a l'île à l'étranger, on a des traces du vol de son avion dans lequel les gens qui acceptaient de monter dans l'avion, ils étaient quand même innocents, ou niais, en disant on n'a rien vu, parce que le surnom de l'avion en question était Lolita Express. Alors, sauf à être profondément de la campagne et illettré, Lolita, on sait ce que ça veut dire, quoi, qu'on n'allait pas trouver des vieilles dames à l'intérieur, comme soi-disant hôtesse de l'air et compagnie. Donc, personne n'a jamais parlé dans ces victimes. Un peu comme on voit dans le film Sound of Freedom, que vous avez sans doute vu, j'imagine que Xavier Hofer, on voit où il y a quand même une information qui sort et qui parvient à un agent qui arrive ensuite à remonter le fil. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a une journaliste, une femme héroïque, qui s'appelle Julie Brown, qui écrivait pour le journal de la Floride, qui s'appelle le Miami Herald, et pendant 10 ans, toute seule, elle a dit oui mais c'est pas normal, oui mais il y a eu ça, et à la fin, alors que la presse de New York, alors que la grande presse des États-Unis, alors que le New York Times, alors que le Washington Post, alors que même Fox News, qui est la radio-télévision de la droite flamboyante, pro-Trump, etc., s'était écrasé sur cette affaire-là et n'a commencé à n'en parler qu'en 2019, c'est-à-dire au moment où il est en prison. Le seul journal, par page entière, qui a dit « c'est pas normal », là, vous voyez la petite fille en question, alors maintenant, elle avait 16 ans, elle en a 19, elle peut témoigner, elle témoigne, et il y a sa mère, et oui, elle est venue, elle était en larmes, elle avait des billets, etc. Donc tout ça, elle a insisté, et c'est elle qui, à la fin, tout système de justice dans un état de droit est fait pour ne pas être contrôlable par un seul individu. Vous avez beau avoir pesé dessus, avoir vissé tout ce que vous voulez, à la fin, il y a un juge qui dit « oui, mais non, c'est pas normal, en mon âme et conscience ». Et à la fin, Epstein arrive dans son avion en juillet 2019, et au pied de l'avion, le FBI enfin fait son travail et enfin l'arrête. Et après ça, l'histoire de sa mort, fort mystérieuse. Alors justement, j'avais 2 questions à vous poser, le temps passe avant de continuer, et malheureusement on ne pourra pas aller jusqu'au bout, mais on se reportera évidemment à votre enquête, Xavier Hofer. Donc il s'est bien suicidé en prison, la version officielle, qu'est-ce que vous en dites d'abord, première question? Elle est invraisemblable. Naturellement, des papiers, vous savez, les États-Unis, c'est un pays minutieux. Quand il y a une affaire un peu étrange, il y a une commission d'enquête, etc. Tout ce qui figure dans tous les documents des médecins légistes rend cette affaire absolument incroyable. Je n'ai pas la preuve, j'étais pas présent avec mon téléphone là pour filmer des bandits entrant dans sa cellule et l'étranglant, mais rien ne tient debout. Vous comprenez que c'est la prison la plus sûre de New York, c'est une prison fédérale. Tous ses employés sont assermentés. En 20 ans de fonctionnement de ce Manhattan Correctional Center, il y a eu un seul suicide, un mafieux d'ailleurs, d'une famille mafieuse de New York. Et en dehors de ça, jamais. L'année d'avant, c'est-à-dire en 2018, il y a eu un audit général de toute la prison. Tout a été vérifié. Les caméras de surveillance. Dans une prison, naturellement, les caméras de surveillance sont essentielles. Tout marche nickel. Les 2 tentatives de suicide que fait Epstein, la première ratée et la deuxième réussie, la caméra juste en face de la cellule est en panne. Bon, alors... si on met la loi des probabilités, ça a une chance sur 50 milliards d'être comme ça. C'est la seule de tous les tâches, de tout le truc. Voilà. Et la cellule des 2 gardiens, qui sont censés être toutes les 30 minutes à l'œilleton pour voir s'il est bien là, ce qu'il fait, etc. La nuit où ils se suicident, pendant 6 heures, ils sont en train de faire leurs courses sur Internet, de dormir, de jouer aux cartes, etc. Donc l'impossible se produit. L'impossible se produit. Et cette histoire-là, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez que dans ces conditions... En plus... Là, regardons autour de nous, il y a des câbles. Les câbles en question sont très solides. À supposer que l'un d'entre nous, ce qu'a Dion Place, veulent se suicider, on prend ce câble-là et puis on peut facilement se pendre. Dans la cellule de Epstein, cellule anti-suicide, il y a 4 câbles de cette nature-là,
pour ses ordinateurs, pour ses téléphones, etc. Et il choisit de se, ouvrez les guillemets, suicider avec un morceau de drap découpé sur... Voilà. Alors, le médecin légiste, après ça, celui du frère d'Epstein, qui dit cette histoire est pas normale, le frère d'Epstein loue les services du plus grand médecin légiste de New York, qui a fait 20 000 autopsies, et ce qu'il écrit est écrasant. Voilà, quand on se pend, le sang, quand il cesse de couler, il tombe dans les membres inférieurs, et donc on a les pieds et le bas des jambes violet foncé, etc. Là, pas du tout. Quand on étrangle quelqu'un, les vénules des yeux explosent, mais pas en cas de pendaison, il a les yeux explosés. Donc tout concorde pour dire que ça ne s'est pas passé tel que on le dit. Ça veut dire que l'enquête en fait continue, parce que du coup on ne sait pas qui l'a liquidé. Mais on le saura jamais sans doute, puisque l'enquête s'arrête à la mort en matière de justice. Oui. Voilà, donc après ça... Pas pour les journalistes. Non, mais pour les criminologues. Non, mais j'entends pour la justice américaine, c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. De même, les bordereaux de vol... il était un criminel sexuel depuis 2008, donc il devait déclarer ses départs à l'étranger. C'est recueilli par un office américain qui s'appelle US Marshal's Office. Le US Marshal's Office a dit, ah ben voilà, il est mort, on met tout à la poubelle. Donc ça, il y a au niveau fédéral, il y a eu un vide qui a été fait. Il y a tout pour favoriser quand même la thèse QAnon dont vous avez parlé tout à l'heure, quand même, Xavier Hofer, c'est-à-dire que l'idée que l'État profond arrive en fait à s'organiser de telle sorte pour masquer qu'une info aussi importante que celle-ci soit masquée, c'est quand même une forme de prouesse. Oui, on peut utiliser la célèbre formule journalistique, tout se passe comme si. Hein, voilà. Donc on en est là. Et surtout le fait que Epstein, pendant 20 ans, était le chouchou de la bonne société de New York. Vous savez, il y a ce qui s'appelle, dans une société fondée sur la communication, la A-list, c'est-à-dire les gens de l'élite, ceux qu'on a envie de voir aux premières des films, etc. Il était sur la A-list, il fréquentait les banquiers les plus célèbres, les acteurs les plus célèbres, les cinéastes les plus célèbres, les chanteurs les plus célèbres, Michael Jackson, entre autres, etc. Ma seconde question, Xavier Hofer, c'est évidemment, et les Français, il y en a ? Oui, mais ce sont des affaires très anciennes et qui sont prescrites par la justice. Hélas, le fait de molester des jeunes filles n'est pas imprescriptible. Il y a une date, pardon d'utiliser un mot un peu léger, mais une date de péremption. Si à un moment donné, la justice doit s'arrêter parce que voilà. Et donc les histoires de Brunel et une vague histoire concernant, j'allais dire une fois de plus, parce que c'est pas la première Jack Lang, s'arrête parce que ça date des années 80, que ça fait 80. Mais toute la liste a été révélée ou non, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui a été révélé n'est pas intéressant parce que celle qui faisait les courses pour Epstein, c'était Ghislaine Maxwell. Dont on n'a pas parlé, mais c'est elle a un rôle clé. Son clé. carnet d'adresse est toujours tenu au secret. 2000 noms dans le carnet de Ghislaine, et notamment toute la bonne société britannique, parce que c'est elle qui avait introduit Epstein et qui a fait qu'à la fin, on a eu ces photos invraisemblables d'Epstein assis sur le trône de la reine. Vous savez, les deux trônes jumeaux dans le palais de Buckingham. Et donc là, il y a Maxwell, Ghislaine et puis Epstein en train de se faire photographier, mort de rire. Et voilà, donc il fréquentait vraiment l'élite transatlantique, c'est-à-dire pas uniquement aux États-Unis, mais également en Grande-Bretagne. Xavier Hofer, merci. C'est vraiment une affaire complexe et extraordinairement révélatrice aussi, ce que vous avez dit, de lien entre finalement les tout-puissants et puis des personnes qui s'autorisent tout, d'une certaine façon, au mépris des plus faibles. Ça s'appelle Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture au CERF. Je rappelle que vous êtes criminologue. Merci et à bientôt, Xavier Hofer. Au revoir.